Donc, quand vous dites qu'on n'anticipe pas, mais je crois que en 2025-2026, vous avez suivi, on a parlé d'un coup d'État où on a arrêté un avocat, comme quoi il y avait un cas de flagrance et tout ça. Tout à fait. Mais il y a des vols, il y a des détournements dans le pays, les responsables ne sont pas du tout arrêtés. Mais on fomente quoi? On fomente un coup d'État, pourquoi? Mais parce qu'on a besoin d'intimider les gens. On a besoin de créer un climat de terreur. On a besoin de créer un certain climat qui fasse que les Congolais aient peur. Pourquoi? Mais parce que à chaque instant, je suis convaincu que le gouvernement pense que au Congo, il peut avoir à tout moment une explosion. Il peut y avoir un mouvement. Parce que les Congolais sont trop dans la misère. Bonjour, chers auditeurs de la radio Bakamé. Vous êtes en compagnie de M. Caius Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakamé. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet. Nous émettons depuis le Royaume-Uni. Nous avons aujourd'hui le plaisir et la joie d'accueillir un invité de marque, M. Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais. Nous allons l'interviewer, lui poser des questions sur ce qui se passe au Congo, mais aussi un peu sur l'actualité africaine. Le président Clément Mirassa a bien voulu répondre à nos questions. Monsieur Mirassa, Monsieur Clément Mirassa, bonjour. Bonjour, Monsieur Belébé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça a été pris au volet, mais vous êtes disponible, vous êtes présent. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Je me porte bien en ce moment. D'accord. Alors, on va parler d'actualité, mais d'abord, on va surtout parler de l'actualité congolaise, ce qui se passe au Congo. Depuis le 30 juin, un tonnerre a sonné, enfin un tonnerre a éclaté, ou c'est plutôt, on va dire, la politique a fait encore une fois de plus son apparition à la veille des élections qui auront lieu le 30 juin. Un arrêté a été émis par le ministre de l'Intérieur congolais, l'arrêté du 30 juin, arrêté 1726, qui vous interdit ou qui vous exclut, vous, désormais, de la liste des partis reconnus. On entend partout, vous dites, et vous l'expliquez partout sur les plateaux, que vous existez depuis 91. La question que je vous posais, pourquoi on vous exclut, pourquoi on ne vous reconnaît pas? Mais la raison est simple. On veut m'éliminer de la vie et de l'animation politique avant les élections, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs. Et je crois que c'est très simple parce que dans le contexte du Congo, il faut que les auditeurs comprennent beaucoup de choses. Oui. Le respect de la loi est un véritable casse-tête. Je crois que les téléspectateurs se souviennent de ce qu'au Congo, on a changé de constitution en 2015 pour faire évoluer les institutions. Mais actuellement, les gouvernants violent dans l'impunité totale les lois et règlements de la République. Et le premier qui les viole, qui n'est pas exemplaire, c'est le président de la République qui est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Mais malgré ça, il y a une loi sur les partis. Nous avons fonctionné jusqu'à présent. Et le 30 juin, il y a un arrêté qui a été pris, oui, définissant, dit-on, la liste des partis reconnus au Congo pour l'année 2025. Évidemment, nous en sommes pratiquement touchés et nous avons eu des réactions. Il y a d'abord l'opinion nationale et même internationale qui a réagi parce que c'est un mode d'élimination des opposants, parce que nous sommes en train de nous préparer à faire la sortie de ce que nous appelons le rassemblement des forces du changement, un groupement qui pourrait compter près de 8 partis et associations, et que nous voulons nous lever, nous voulons nous battre pour l'alternance et l'alternative en 2026, parce que le Congo va très mal, le Congo est en ruine, et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, après 40 ans du pouvoir, son bilan est suffisamment connu par tout le monde. Lui-même, il l'a fait, et le pays est vraiment en ruine, en état de cessation de paiement, mais il veut continuer, c'est-à-dire qu'il veut encore s'imposer par la force, par un coup d'État constitutionnel. Donc voilà brièvement présenter la situation telle qu'elle apparaît aujourd'hui.
Alors vous êtes deux partis majeurs, il y a le PSD, c'est qui est le vôtre, et le RDD. On a suivi le président du RDD qui lui est passé sur une chaîne en France où il explique que vous avez été convoqué, qu'on vous a quelque part dit ce qui n'allait pas, pourquoi on vous excluait, notamment quand je regarde l'arrêté 1726, on voit les numéros de téléphone ou les contacts des représentants des partis dits reconnus, les 42. D'après le président du RDD, il reconnaissait que lui n'avait pas envoyé les coordonnées des gens qui le représentaient par peur de représailles. Est-ce que c'est aussi ça, vous n'avez peut-être pas tout rempli, qui fait que vous aussi, vous pouvez dire comme le président du RDD, que vous n'êtes pas à 100% dans ceux qui disent qu'ils ont raison, et que le PCT trouve là une faille? Non, je crois que le PCT ne peut pas trouver une faille. D'abord, quelque chose que je peux dire en liaison de ce que j'ai déjà dit, c'est que le Parti congolais du travail lui-même n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Vous savez que le Parti congolais du travail est revenu au pouvoir par un coup d'État qui a fait un bilan qui a causé des centaines et des milliers de morts, d'après plusieurs analystes. Et depuis que le PCT est revenu au pouvoir, il n'est pas en conformité avec la loi. Il aurait dû être sanctionné, il ne l'est pas. Maintenant, en ce qui concerne mon cas, j'ai réagi de manière assez forte. Pourquoi? Parce que mon parti a été créé avant la conférence nationale. Et mon parti a pris une part active à la conférence nationale. Moi-même, j'ai participé à l'élection présidentielle comme candidat en 1992. J'ai participé comme candidat en 2009 et la loi dit clairement que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc en fait, la loi qui a été prise en 2017 ne me concerne pas du tout, puisque j'ai déjà été candidat. C'est pas une question d'ancrage ou quoi, c'est une volonté d'élimination des personnalités que l'on considère extrêmement dangereuses et certainement pour le pouvoir, et des personnalités, sinon des partis qui sont extrêmement critiques du point de vue de la gestion du pouvoir. Donc, et nous avons, avec les amis avec lesquels on va faire notre sortie au Rassemblement des Forces du Changement, nous avons introduit auprès du ministre de l'Intérieur un recours administratif et préalable, et nous allons suivre la situation. Moi-même, j'ai essayé de faire le point sur les 42 partis, et mon point de vue aujourd'hui est clair. Aucun de ces 42 partis n'est en conformité avec la loi. J'ai publié un tableau qui peut être discuté, où on peut apporter des amendements, mais mon point de vue aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir, en fait, a choisi les partis avec lesquels il va aller aux élections pour qu'il accompagne, parce que le drame, c'est quoi? Quand vous prenez le cas, je ne vais pas épingler ou faire le procès des autres. Prenez un exemple. Quand vous prenez le cas du parti du président Toumi, bon, on connaît l'histoire du président Toumi, avec tout ce qu'on a connu comme guerre civile, affrontement, etc. Il a même ce que nous considérons comme une milice. Et en 2016, il avait été considéré par le pouvoir actuel comme un terroriste. Ce parti est reconnu, et le nôtre n'est pas reconnu. Et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça, et nous nous battons. Et la question que nous avons posée au gouvernement est claire. Si vous dites que le Parti social-démocrate congolais n'est pas en conformité avec la loi, mais que faisons-nous du Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi? Que faisons-nous du président Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui n'est pas en conformité avec la loi? C'est ça la question fondamentale. Donc il faut aller poursuivre la logique et que cette situation puisse également les atteindre pour que, effectivement, les choses puissent être réglées. Voilà un peu le sentiment que nous avons sur ces différentes questions. Alors, si vous mettez du point de vue des Congolais, la question qu'on se pose, c'est que vous vous battez depuis des années, vous êtes vraiment ancré dans l'opposition, on va revenir. Mais la question, c'est pourquoi vous vous présentez, sachant que tout est biaisé et que le PCT, quoi qu'il en coûte, va toujours, si on vous écoute, faire de sorte que le PCT, le président Sassou va se représenter et va être déclaré élu. Pourquoi aller à cette élection et pourquoi vous battre si vous savez que tous les dés sont pipés? Non, moi je n'ai pas dit encore que je vais aux élections.
cette décision sera prise dans le cadre du rassemblement des forces du changement que nous sommes en train de mettre en place. Et pour les auditeurs, il faut qu'ils sachent qu'au niveau du rassemblement des forces du changement, nous avons le congrès du peuple du président Marcel Nguitou Koulou, nous avons le rassemblement pour la démocratie et le développement du président Jean-Jacques Serge Yombi Opango, nous avons le PAP, Parti du peuple de Jean-Pierre Agnan-Ngoy, nous avons le parti Alliance du président Mabio Mavungu Zinga, nous avons le parti Renaissance du président Gilbert Mouyabi, nous avons le parti Les Souverainistes du président Dave Mafoula et nous avons accueilli le mouvement pour agir du président Jean-Paul Ebenga. Donc, nous sommes là, un ensemble de partis. Irons-nous ou n'irons-nous pas? Nous n'avons pas encore pris la décision. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée ne sont pas réunies. Que faisons-nous? La question fondamentale est celle-là. Et ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, est en même temps président du Parti congolais du travail. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut préparer une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Nous disons non. Donc nous avons une série de toute une série de problèmes, de cas que nous suivons, mais nous disons que le peuple congolais souffre trop, le peuple congolais souffre trop, il faut que nous allions à un changement et à une rupture, et nous nous battons, nous sommes dans le combat, nous poursuivons le combat pour que nous arrivons pratiquement à résoudre ce problème, parce que trop c'est trop, le peuple congolais ne peut pas continuer à souffrir comme il souffre maintenant. Donc voilà, mais nous n'avons pas encore pris la décision sur un candidat, sur la participation, mais nous en discuterons et nous ne tarderons pas à nous prononcer sur la question. Alors, il y a le geste que vous avez fait qui a amené les gens à vous applaudir, très peu à vous condamner, à ne pas comprendre. Vous avez fait ce geste, pour les gens c'est une forme de détermination, à demander pardon au peuple congolais. Vous arrivez désormais à un croisement, c'est l'histoire qui va aussi vous regarder et faire et écrire. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les Congolais, il n'existe pas vraiment d'opposition. Vous incarnez une certaine forme d'espoir. Je vais le dire, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont tenu sur le chemin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver aujourd'hui avec votre geste et ce que les Congolais attendent de l'opposition, dire je ne risque pas d'y aller parce que les conditions ne sont pas remplies, peuple congolais, excusez-moi. Non, la décision pour la prendre, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. D'abord, il faut que les gens sachent qu'en 2016, ils savent ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes opposés au changement de constitution, avec le bilan que nous avons enregistré en termes d'enlèvement des jeunes, en termes de perte de vies humaines, en perte de dégâts matériels, etc. 2015 a été, 2016 ont été 2 années très importantes pour nous. Et malgré la situation qui s'est présentée à l'époque, nous, à l'époque, nous avons choisi d'aller à l'élection, tout en sachant que les conditions n'étaient pas réunies. Et c'est ainsi que moi, j'ai soutenu à l'époque Jean-Marie Michel Moukoko. On a fait une très belle campagne. Il y avait d'autres candidats, mais tout le monde sait que depuis cette élection, Jean-Marie Michel Moukoko et André Kombi Salissa sont en prison. Et pour nous, nous pensons que le motif qui leur est reproché, c'est de n'avoir jamais accepté de reconnaître les résultats de cette élection. Donc, en fait, il faut examiner un certain nombre de contextes. Maintenant, je me suis agenouillé, oui, je me suis agenouillé pour demander pardon aux Congolais, parce que j'estime que les opposants n'ont pas toujours joué le rôle qu'ils devaient jouer pour le combat qu'ils mènent. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de reprendre la main et d'essayer de constituer comme une certaine complicité avec la base. Mais c'est pour ça que le pouvoir qui l'a compris a pris un arrêté. En fait, l'arrêté vise quoi? L'arrêté vise à nous empêcher, en tant que parti, d'organiser des meetings, d'organiser un certain nombre d'activités, d'organiser des descentes, etc. Mais nous nous battons et nous allons continuer et nous verrons comment nous allons avancer. Dans le recours que nous avons introduit, le recours administratif préalable que nous avons introduit, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de retirer cet arrêté parce que devant le bruit, le scandale que ça a créé,
le directeur général de l'administration du territoire nous avait reçus pour nous dire non, c'est pas une sanction, vous pouvez fonctionner, mais il faut vous mettre à jour. Moi, je n'ai pas à me mettre à jour, j'ai mon récépissé. Ceux qui se battent, c'est pour avoir le récépissé. J'ai un récépissé depuis 1991 et il y a la continuité de l'État. Mon récépissé n'a jamais été retiré, le parti n'a jamais été dissous. Donc, moi, je me considère comme en conformité. Donc, voilà un peu la situation. Mais je crois que dans les prochains jours, nous mènerons une activité au niveau du Rassemblement des forces du changement pour que nous commençons à fonctionner effectivement et que nous battons pour être en contact avec cette base, avec ces Congolais qui souffrent tant et qui souhaitent avoir une autre vision de faire la politique que celle de Denis Sassou Nguesso a présentée depuis 42 ans. Voilà. Autre question, M. Nyarassa, vous avez des gens, pas des moindres, le secrétaire de l'UPADS, M. Tati Mabiala, qui considère que vous n'êtes qu'un leader politique sur Internet, on ne le voit pas sur le terrain. Votre parti a forcément une base. La question, autre question, considérez-vous que c'est une, de sa part, c'est une faute de le dire? Et puis deuxièmement, vous connaissez le président Sassou depuis très longtemps, je vous ai connu très jeune, actif quand vous êtes revenu, j'étais très très jeune. Vous connaissez le président Sassou, pourquoi, ça se pense les Congolais, les leaders politiques de l'opposition n'anticipent pas les réactions du président Sassou qui, beaucoup l'ont traité de femme, mais qui, pendant 40 ans, a démontré qu'il n'était pas une femme au sens, comment dire, politique du terme, parce qu'il a su, quand même, dominer la classe politique congolaise. Hein. Bon, mais vous savez que, je vous donne mon point de vue. Oui. Vous savez que le président Sassou a eu l'avantage que pendant qu'il est revenu au pouvoir par les armes, il y a eu cette embellie pétrolière qui a permis au Congo de se constituer des excédents budgétaires qui ont disparu parce qu'il s'agit de 14 000 milliards. Et lui-même, il avait fait une déclaration en août 2006 pour dire que ces excédents budgétaires allaient être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et aucun fonds ne serait retiré de ce compte sans loi de finances rectificative. Mais le constat, c'est quoi? Les 14 000 milliards ont disparu. En fait, ils ont disparu, ils servent à quoi? Mais ils servent à corrompre l'élite congolaise. Et c'est en ça. Bon, quand Pascal Tati Mabiala parle de moi comme réseau, non, moi je dis, avec Pascal, c'est un ami, mais au plan politique, je crois que moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a au Congo une opposition au pouvoir à laquelle j'appartiens, et il y a une opposition du pouvoir. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que ce que le président Sassou a fait en nommant, en créant un poste de chef de politique de l'opposition, etc., en lui donnant les avantages qu'on lui a donnés, etc. Pour moi, c'est une forme de corruption. Et je ne pense pas me tromper, que pour l'opinion congolaise, il y a beaucoup d'opposants qui sont en fait opposants le jour et qui sont collaborateurs la nuit. Moi, je ne veux pas faire partie de ceux-là. C'est pas facile, mais je ne veux pas faire partie de ceux-là. Donc, quand vous dites qu'on n'anticipe pas, mais je crois que en 2025-2026, vous avez suivi, on a parlé d'un coup d'État où on a arrêté un avocat, comme quoi il y avait un cas de flagrance et tout ça. Tout à fait. Mais il y a des vols, il y a des détournements dans le pays, les responsables ne sont pas du tout arrêtés. Mais on fomente quoi? On fomente un coup d'État, pourquoi? Mais parce qu'on a besoin d'intimider les gens. On a besoin de créer un climat de terreur. On a besoin de créer un certain climat qui fasse que les Congolais aient peur. Pourquoi? Mais parce que à chaque instant, je suis convaincu que le gouvernement pense qu'au Congo, il peut avoir à tout moment une explosion. Il peut avoir un mouvement. Parce que les Congolais sont trop dans la misère. Vous avez suivi ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette affaire de contrat de l'électricité avec les Sénégalais. Vous avez vu comment les choses à Brazzaville ont bougé, que le gouvernement a dû reculer. Donc, il y a toute une situation qu'il faut suivre. Ce qui est vrai, c'est le paradoxe entre Denis Sassou Nguesso qui a échoué lamentablement au bout de 40 ans de pouvoir et sa volonté de continuer à se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire en fait sa volonté de continuer à maintenir et à enfoncer les Congolais dans la souffrance et dans la misère. Et ça, je crois que les Congolais doivent le comprendre, d'où qu'ils soient, que ce soit nous à l'intérieur ou au niveau de la diaspora. Il faut que ce message-là soit clairement compris. Alors, si vous incarnez cette force qui fait qu'on vous
quelque part, on vous interdit de vous présenter. Ça veut dire qu'ils ont aussi mesuré un peu le rapport de force. Aujourd'hui, le PCT, lui, il continue. Ils disent qu'ils ont une machine. Ils ont mis en place une collecte de 100 francs pour soutenir le président Sassou. Tout le monde sait qu'il sera candidat et qu'il se fera réélire. Quelles sont les chances pour vous, aujourd'hui, à part mobiliser la population, de pouvoir arriver au changement que vous souhaitez? Écoutez, le changement au Congo, à mon avis, tout le monde y pense. Tous les Congolais pensent. Tous les Congolais sont convaincus qu'ils sont dans la souffrance. Mais monsieur Sassou n'est pas aussi fort que ça. Sinon, la machine dont vous parlez, ce n'est pas les semblants ou les images de mobilisation qu'on fait apparaître. C'est la machine de tricherie qu'il a montée. Et quand Raymond Zéphirin Boulou essaie de prendre les arrêter, c'est pour conforter cette machine. Regardez, si vous prenez par exemple le recensement qui a été fait en 2023, ce recensement avait pour l'un des objectifs fondamentaux, c'était d'aller à la biométrie. Parce que le Congo, dans sa démarche, dans sa gouvernance électorale, a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est celui de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, ce à quoi le pouvoir n'a jamais accepté. Le deuxième problème, c'est celui de la maîtrise du corps électoral. Le troisième problème, c'est celui de l'élaboration des listes fiables. On n'y est pas arrivé. Et le quatrième problème, c'est celui de le plafonnement des dépenses de campagne. Ils ne veulent pas du tout. Et quand vous voyez que le président du Parti congolais du travail veut continuer, mais les préfets qui sont nommés, les sous-préfets, etc., ne sont rien d'autre que les membres du Parti congolais du travail pour justement arriver à cette fin. Et vous avez vu, quand vous faites la relecture des élections au Congo, qu'est-ce que vous voyez? En 2016, vous avez vu ce comment au Combi, avec Jean-Marie Michel Moukoko et Guy Brice Parfait Kolela se sont comportés. Au sortir des élections, qu'est-ce qu'on a vécu? Jean-Marie Michel Moukoko et André Combi Salissa sont en prison. 2021, curieusement, Guy Brice Parfait Kolela trouve la mort pratiquement le jour de l'élection. Donc, en fait, il y a un problème au niveau, et c'est parce que le pouvoir redoute justement la remontée de l'opposition, qu'à chaque fois, on se retrouve devant un cas de figure qui fait que les opposants ont trois voies, soit l'exil, soit la prison, soit la mort. Mais il faut qu'on dépasse ces cap parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Merci. Alors, vous avez évoqué le cas de l'avocat qui est en prison, qui a été arrêté, dont on a accusé d'avoir voulu faire un coup d'État avec quelques Kalachnikov et c'est M. Bob Kaben Masuka. Et puis, on a cité aussi M. Cédric Balou, qui, comme par hasard, lui, quelques jours avant, était à la CID. Donc, il n'était pas à l'extérieur. Mais le procureur a dit, il est à l'étranger. Et depuis l'étranger, il est en train de mener des actions de déstabilisation. Vous-même avez été accusé, vous aussi, de déstabiliser le Congo en tant que Téké. Vous aussi avez été arrêté, puis libéré au bout d'un mois et demi, sans qu'il n'y ait de procès. C'est un système, comme vous dites, mais on ne le voit pas seulement au Congo, on le voit aussi en Afrique, où aujourd'hui, par exemple en Côte d'Ivoire, 3 leaders de l'opposition sont interdits de candidater. Vous avez M. Gbagbo, M. Tidan Cham et M. Soro. C'est un système qui se reproduit aujourd'hui au Cameroun. Là aussi, le leader principal de l'opposition n'est pas dans la liste, n'est pas retenu. C'est comme ça, la zone francophone. Est-ce que cette épidémie, pour vous, le syndicat des présidents est plus fort que l'opposition, ou plutôt, pour les peuples, l'opposition n'est pas assez bien organisée? Je vous pose la même question, hein, mais l'opposition n'est pas assez bien organisée. On va finir par accepter de fait qu'il y ait un procès. Malheureusement, on sait très bien que si le procès est organisé avec une volonté de mettre les gens en prison, ils iront en prison. Oui, mais l'affaire, donc, l'affaire que vous évoquez est une affaire extrêmement curieuse. Parce que, comme vous dites, Cédric Kasselin-Balou a été convoqué à la CID le 9. Et il semble curieusement que c'est le 9 au soir que le maître Bob Kaben Masuka a été arrêté. Bon, on ne comprend pas. Et quelques jours plus tard, lorsque le procureur de la République fait sa déclaration, il dit que Cédric Balou résiderait à l'étranger. Et Cédric Balou a immédiatement réagi en disant qu'il est à Brazzaville
et qu'il n'avait pas de raison et qu'il a pensé que c'était un coup qui était fabriqué pour essayer de faire taire, de réduire l'opposition au silence. Et j'admire son courage parce qu'il a fait beaucoup d'autres vidéos où il a fait apparaître un certain nombre de choses. Et finalement, il nous a informé que ses proches qui étaient arrêtés à Pointe-Noire ont été libérés, etc. Mais nous attendons le procès. Le problème du pouvoir aujourd'hui, c'est quoi? Le pouvoir a prouvé à l'opinion nationale et internationale qu'on peut voler au Congo des milliards et des milliards, on est libre, on n'est pas inquiété. Par contre, lorsqu'on vous soupçonne d'être un obstacle à la conservation du pouvoir, votre sort est immédiatement réglé. Regardez pourquoi, quand vous prenez le cas de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombe Salissa, mais vous savez qu'en 2016, par exemple, le 4 avril exactement, le pasteur Ntoumi avait été accusé d'être l'instigateur de l'attaque dans la partie sud de Brazzaville, qui s'est prolongé sur la guerre du Poule, qui a fait énormément de victimes, le bilan extrêmement lourd. Il a à l'époque été traité de terroriste par les gouvernants, notamment le premier ministre Clément Mwamba à l'époque et son porte-parole, Thierry Mungala. Mais figurez-vous que c'est finalement avec le révérend pasteur Ntoumi que le pouvoir a négocié un accord de paix avec celui qu'on qualifiait de terroriste, et Jean-Marie Michel Moukoko et les autres continuent à être en prison. Donc pour le pouvoir, le problème il est simple. Coûte que coûte rester au pouvoir, tout en sachant que le bilan est négatif, tout en sachant qu'on fait souffrir les Congolais, on les plonge dans la misère et dans la souffrance, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est être au pouvoir, s'enrichir indéfiniment avec les biens mal acquis, avec l'argent dilapidé, laissé. Et pendant ce temps, les retraités, par exemple, ont 41 mois d'arriérés de pension, ils ont un problème d'harmonisation de la valeur du point d'indice, ils ont un certain nombre de problèmes, les étudiants n'ont pas de bourse pendant 3 ans, la situation dans les hôpitaux est catastrophique, et dans les écoles, elle est fortement dégradée, le niveau au plan de la scolarité. Donc, le bilan, on sait, il se résume même en quelque chose de simple. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Après que quelqu'un passé 40 ans au pouvoir, ben, on devrait tirer les conséquences de ça. Donc, à notre avis, nous allons continuer à poursuivre le combat. Nous n'allons pas baisser les bras et nous n'allons pas être défaitistes. On ne va pas croire en une fatalité. Nous disons que les Congolais doivent prendre conscience de la situation qui est la leur aujourd'hui et ils doivent se battre pour qu'on aille véritablement à une vision de changement et de rupture. Mais pour ça, la condition nécessaire et indispensable, c'est la mise en place des conditions permissives pour la tenue des élections libres. Et ça, je crois que c'est le véritable combat. Alors, il y a une légende qui veut que l'on dise que le président Sassou est intraitable avec toutes les oppositions et toute forme d'opposition qui vient des cadres du Nord et qu'il est plus laxiste ou qui préfère avoir ses adversaires du Sud à côté de lui. Le président, le révérend Tomi Soret, en train d'incarner cela et que M. Okombe Salissa et Moukoko sont l'exemple de la sévérité. Alors, question, vous avez évoqué dans une interview sur votre dernière vidéo le cas du président du RDD qui, lui, devrait rentrer, mais on l'a vu avec M. Tidjane Thiam, il devrait sûrement s'assurer de sa sécurité et que les conditions de rester libre soient maintenues. Le PCT a semblé monter au créneau parce qu'il avait dit quelque chose qui n'a pas été très mal ressenti par plusieurs personnes, même nous, mais il a fait des excuses officiellement. Est-ce qu'on peut être inquiet pour lui s'il rentre au Congo, ou on devrait dire que le Congo n'est pas un pays où la dictature est devenue féroce, ou est-ce que vous-même, vous êtes inquiet? Vous avez évoqué au travers de cela le cas de Mme Rosine Pio, journaliste à France 24, qui, elle, fait des reportages sur des événements tragiques qui ont eu lieu au Congo, à Maya Maya, au Cinéma Star. Est-ce que, pour vous, la répression a pris et monté d'un niveau supérieur à la veille de mars 2026? Mais la répression a pris un niveau supérieur parce qu'elle se rend compte qu'il y a des voix qui s'élèvent et qu'il y a une opposition qui veut monter en flèche. C'est la raison, elle est simple. Bon, maintenant pour ce que Jean-Jacques Serge Yombi Opango a déclaré, bon, l'inquiétude, moi je souhaite qu'il n'en ait pas. Il s'est excusé, il a présenté un certain nombre d'excuses, etc. Et je pense que cela devrait être compris. Moi, je suis de ceux qui pensent que Jean-Serge Yombi Opango
devrait rentrer tranquillement au pays. Mais vous parlez du cas de Madame Pio. Madame Pio ne cherche pas le pouvoir. Mais Madame Pio, en fait, est en train de travailler sur des dossiers qui mettent mal à l'aise les gouvernants. Il s'agit de quoi? Il s'agit des explosions qui ont eu lieu en 1982 au cinéma Star et puis à l'aéroport. Mais vous savez, dessus tous ces événements, là, on n'a jamais eu de clarification, on n'a jamais de véritable justice. Et il faut, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, ce qu'on voulait, c'est quoi? Mais ce qu'on voulait, c'était éliminer Jean-Pierre Tissé-Chikaya, qui était le numéro 2 du parti, et éliminer Claude Ernest Ndalagrande. Donc, il y a toujours cette pesanteur et cette peur d'un certain nombre de personnalités politiques qui ont une certaine ascendance pour les réduire au silence et faire en sorte que cela puisse disparaître. Madame Pio ne veut pas être présidente de la République. Elle est journaliste indépendante, elle mène une enquête. Donc, vous voyez bien le niveau auquel nous sommes arrivés. Mais malheureusement, ce pays a tellement de problèmes de réconciliation. Il y a tellement de frustration. Il y a tellement de rancœur. Et comme les gouverneurs actuels ont toujours refusé le moins de dialogue, quand bien même la Constitution a prévu, a institué plutôt dans ses articles 227 et 228, un Conseil national de dialogue qui devrait se pencher sur tous les problèmes politiques d'intérêt national, mais ce Conseil n'a jamais été formellement mis en place. Donc il y a un paradoxe entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est conserver le pouvoir, coûte que coûte. La situation des Congolais ne les intéresse pas. Regardez Brazzaville, il n'y a plus de route. Regardez Pointe-Noire, on est à la deuxième municipalisation, mais deuxième ou troisième, je n'en sais rien, mais ça ne s'améliore pas. Donc, les gouvernants actuels se sont rendus compte que s'il y a un changement, ils auront des comptes à rendre sur un certain nombre de dossiers et ils ont peur de rendre compte. Et je crois que les réactions vives qui ont eu lieu après que Jean-Serge Yombi Opango ait parlé, c'est véritablement ça. Mais il faut bien qu'un jour, nous arrivons à une situation comme celle que l'Afrique du Sud a connue, à mettre une commission justice, vérité, réconciliation. Sinon, on ne peut pas continuer avec autant de rancœur. Monsieur Belébé, regardez un peu, prenez le cas que nous gérons, que nous suivons, le cas du président Alphonse Massamba Deba, ancien président de la République, donc qui n'a jamais eu de sépulture. Vous trouvez ça normal? Mais soyons à un moment, ayons un cœur, soyons un peu dans l'humanité, soyons un peu... Non, mais on ne peut pas tolérer et accepter ce genre de choses. Mais regardez les bâtiments ou les mausolées qu'ils ont construits pour le colonisateur. Et qu'est-ce qu'on a fait pour les anciens présidents? Qu'est-ce qu'on a fait pour le président Alphonse Massamba Deba? Absolument rien du tout. Pour le président Loulou, qu'est-ce qu'on a même fait? Mais nous avons une histoire. Il faut que nous assumons cette histoire. Et il faut que parfois nous agissons pour réhabiliter nos anciens dirigeants et qui, il faut reconnaître une chose qu'ils avaient, c'était l'amour pour ce pays. Parce que Massamba Deba ne s'est pas enrichi. Et Mariam Gabi ne s'est pas enrichi à la tête de l'État. C'est plus maintenant qu'on entend parler des jeunes politiciens qui sont milliardaires, qui ont parfois 2000 milliards dans les paradis fiscaux, tout ça, mais dont ils seraient incapables de justifier. Donc, à mon avis, il y a toute une situation. Et c'est cette situation, à notre avis. Et aujourd'hui, je crois que grâce aux réseaux sociaux, vous parliez de Fatima Biala qui me disait des réseaux sociaux. Non, mais il faut que vous sachiez que l'opposition au Congo est interdite de passage dans les médias publics. Et aujourd'hui, le pouvoir est en difficulté parce qu'il croyait réduire le peuple congolais au silence en prenant cette mesure, mais l'apparition des réseaux sociaux, le fait que j'accorde une interview avec vous, le fait qu'on apparaisse sur un certain nombre de médias, mais ça a permis aux Congolais de prendre conscience d'un certain nombre de problèmes et de découvrir la véritable vérité et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre avec le système actuel. Donc voilà, Monsieur Belébé, la situation telle qu'elle se présente. Vous suivez l'actualité africaine, en ce moment, il y a des mouvements de contestation en Angola qui sont très très forts. Le Rwanda est paralysé. Il y en a au Togo. Beaucoup parlent sûrement, espèrent, certains, en tout cas ceux qui sont pour le changement, les panafricains, espèrent un printemps francophone. Est-ce que pour vous, le pouvoir n'a pas tout intérêt à négocier, comme vous l'avez dit, avec Mandela qui était un exemple, avec les Afrikaners, qui avaient compris que ce pays avait besoin désormais
d'arrêter, qu'il était temps de s'asseoir et de transmettre le pouvoir à ceux qui voulaient vraiment travailler. Est-ce que vous percevez en face de vous, quand on voit les réponses, quand on voit les dialogues que nous avons les uns les autres avec ceux qui sont au pouvoir, ils considèrent que ceux qui parlent et qui vont s'y faire enfin, ils veulent qu'on leur donne de l'argent, qu'il faudrait peut-être, comme ils disent, toute personne a un prix. Peut-être que vous, M. Meracha, vous avez un prix que vous n'osez pas le dire. Mais sérieusement, les mouvements qui se déroulent en ce moment en Angola et qui se déroulent au Togo, est-ce que cela, vous-même, vous les suivez de près et qu'en pensez-vous? Non, on les suit de très près. On les suit de très près. D'autant qu'avec des présidents comme le président Ibrahim Traoré, à cause de sa jeunesse, etc., il a des bilans, il pose des actes qui sont très forts et qui sont admirés par la jeunesse africaine. Parce que ce qui caractérise la situation des pouvoirs africains, c'est quoi? Mais c'est des gens qui se satisfassent de la misère de leur peuple pendant qu'ils sont en train de dilapider l'argent du trésor public, etc. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Les biens mal acquis à Paris. Vous avez écouté ce qui s'est passé au niveau des États-Unis avec le président Trump, qui a pratiquement décidé de saisir les biens immobiliers, etc. Il a même décidé d'interdire aux enfants des ministres, des dignitaires africains, tout ça, de ne plus aller faire des grandes universités en leur demandant de s'occuper de leur pays. Et il a remis en cause les visas ne passent pas au respecter. Le président Trump, un Américain, qui nous demande de faire ce que nous avions à faire. Prenez le cas de Brazzaville. Dès qu'un dignitaire du pouvoir est malade, et on parle de quoi? On parle d'un avion médicalisé qui va l'amener à Paris. On n'a pas été capable, depuis plus de 40 ans, d'avoir des hôpitaux qui puissent soigner même les ministres, même les présidents de la République dans notre propre territoire. Ce n'est pas normal. Et quand vous découvrez, vous prenez l'exemple du Congo, lorsque les Panama Papers se révèlent qu'il y a 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, vous vous rendez compte? Et le plus riche d'entre eux a plus de 2000 milliards. Comment il a fait pour avoir 2000 milliards? Ça mérite quand même des explications. Mais c'est le silence total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart des pays africains, les pays africains se sont rendus compte, les peuples africains se rendent compte, avec les réalisations du président Ibrahim Traoré, etc., avec l'exemple qu'il donne, mais que pour diriger ces pays et être en paix, mais il faut avoir l'amour du pays et du prochain. Il faut se préoccuper de la condition de vie des Africains, des différents peuples. On ne peut pas continuer à s'enrichir en enfonçant son propre peuple dans la misère et dans la souffrance. Et je crois que ce message doit être bien compris, qu'il doit être bien entendu. Regardez ce qui s'est passé au Gabon, plus proche de nous, lorsque le président Ali Bongo a voulu encore traficoter les élections pour se faire un nouveau mandat. Mais vous avez vu que lorsque le président Nguema a fait le coup d'État qu'il a fait, les Gabonais se sont sentis libérés. Donc il faut, à mon avis, que les chefs d'État africains comprennent, et moi j'ai de l'admiration pour les présidents comme Mahamadou Issoufou, pour le président Boni Yayi, actuellement pour le président Talon, parce qu'ils ont eu le courage de dire que l'alternance est indispensable pour la démocratie. Et le président Mahamadou Issoufou avait déclaré « Je ne suis pas un homme providentiel, je ne suis pas irremplaçable, je suis un démocrate. » Et je suis pour... Mais malheureusement, en Afrique centrale, il y a très peu de gens qui sont des démocrates. Je veux rappeler à l'attention des téléspectateurs, notamment des Congolais, que le président Sassou avait déclaré en 92 « Jamais, jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. » Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais figurez-vous que depuis que le président Sassou est au pouvoir, non seulement les constitutions sont violées, mais si vous vous référez à l'indice de démocratie qui est calculé au plan mondial, mais le Congo a une note de 2,79 sur 10, c'est-à-dire que le Congo est un pays à régime autoritaire, une dictature. Et la question qu'on peut poser immédiatement, est-ce dans une dictature, on peut organiser une élection libre, démocratique, transparente et digne et apaisée? Je dis non. Et c'est ça que les Congolais doivent en prendre conscience. Mais quand je parle des Congolais, je m'adresse surtout à la jeunesse congolaise. Parce qu'il faut qu'elle se rende compte. Regardez ce que le ministre des Finances congolais a déclaré devant les douaniers à Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit que non, payer les salaires au Congo, c'est une véritable acrobatie. Payer les salaires, c'est un véritable casse-tête. Et il ajoute,
financer le développement, financer l'avenir des enfants, c'est un véritable casse-tête. Mais à quoi sert la politique si, avec les richesses que nous avons, on n'améliore pas les conditions de vie de nos peuples pour essayer de s'enrichir et aller placer l'argent ici et là, c'est-à-dire contribuer au développement des autres pays. Ça veut dire que vous n'aimez pas votre peuple, vous n'aimez pas votre pays. Et il faut que les Congolais et les peuples africains en prennent sérieusement conscience. Et je suis sûr que présentement, les peuples africains sont en train d'en prendre pleinement conscience. Voilà un peu ce que j'avais comme réaction à la question que vous avez posée. Merci beaucoup, Président Mirassa. On arrive à la fin. Vous avez, combattu, vous avez lutté, vous persévérez, vous ne perdez pas espoir, vous insoufflez un nouveau souffle, vous êtes consciemment sous un perpétuel changement, vous adaptez aux réalités. Quelle est la prochaine étape? Quelle est pour vous aujourd'hui l'étape suivante pour aller en mars 2026 en paix aux élections? Pour aller aux élections en 2026, je dirais que dans le cas du Congo, il faut respecter les lois et règlements de la République. Parce que si on les respecte, le PCT doit être sanctionné. Parce qu'il a violé les lois et règlements de la République. Et la loi sur les partis, c'est pas Clément Mirassa qui l'a fait, je n'étais pas là où on l'a adopté, c'est prévu dans la loi sur les partis. Et si le PCT tombe, ça veut dire que l'Assemblée tombe, ça veut dire que le Sénat tombe, et les Congolais doivent se retrouver pour définir qu'est-ce que c'est que l'avenir du pays. Or, le PCT et le président Denis Sassou Nguesso ne l'entendent pas de cette oreille. En fait, moi j'ai compris quand je fais mes analyses que leur message est clair. Nous sommes arrivés là par la force. Si quelqu'un est fort, qu'il vienne nous détrôner. Et nous, on n'est pas dans cette vision. Parce que ça, c'est la vision du droit de la force, alors que nous, on est sur la force du droit. Donc, on est dans deux situations qui doivent être réglées, mais nous savons que le président Sassou veut pratiquement faire un passage en force, mais moi, si j'étais l'un de ses conseillers, je le lui déconseillerais. Je le lui déconseillerais parce que ce qu'il n'a pas pu faire en 40 ans, il ne le fera pas avec un nouveau mandat. Sauf s'il a fait le choix. S'il a fait le choix, et j'assume ce que je dis, d'enfoncer davantage les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Ce qui serait regrettable parce que lorsqu'on gère les affaires de la cité, la première préoccupation devrait être de veiller à l'amélioration de la condition de vie des Congolais, à continuer à ce qu'il y ait un véritable vivre ensemble au sein du peuple congolais et qu'on puisse avancer. Donc voilà, M. Belébé, ce que je voulais dire. Pour terminer, en ce qui me concerne, je crois, je combats depuis, ça fait de nombreuses années, je crois que c'est à quoi je rêve, c'est à quoi je pense, c'est que mon combat serve aux générations futures. Et que si je me suis battu jusque-là pour ne pas tomber sous le coup de la corruption, pour ne pas rentrer dans les problèmes de détournement, parce que sinon on m'aurait déjà achevé, pour ne pas tomber, je souhaite que la jeunesse puisse choisir le choix de l'amour du pays, de l'amour du prochain, de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées, pour donner à chaque fois l'occasion au peuple de choisir les dirigeants qu'ils ont véritablement choisis pour qu'ils dirigent les affaires du pays. Voilà, M. Belébé, c'est sur quoi je fais. Merci beaucoup, Président. En tout cas, que Dieu vous garde et continuez votre combat. Et en espérant que, comme Mandela et comme les autres, vous arriverez à pouvoir changer ce Congo qui a tant besoin de leaders qui pensent comme vous et qui, une fois arrivés au pouvoir, devraient faire parce que beaucoup ont promis avant et puis une fois arrivés, n'ont pas tenu parole. Mais on sait que 40 ans d'opposition, c'est que vous avez la volonté de faire du bien. Un dernier mot pour tous ceux qui vous écoutent. La diaspora, souvent exclue, vous écoute. Elle est pour vous un vrai support dans le Congo. Le mot de la conclusion, s'il vous plaît, sur ce point. Alors, je dis aux Congolais, où que nous soyons, regardez comment on s'est battu, on n'en est pas encore sorti avec le problème de la vente ou de la cession de nos terres au Rwandais. Heureusement qu'on s'est levé, mais le problème n'est pas fini, parce que tout ce qui nous a été dit ne nous a pas donné satisfaction. Nous avons crié de partout, que ce soit au Congo, que ce soit à l'extérieur, dans la diaspora, non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous avons besoin d'être véritablement un peuple uni. L'unité est extrêmement importante et je crois qu'il faut. Et aujourd'hui, j'apprécie hautement et fortement, j'encourage
en dépit des problèmes qui peuvent être rencontrés ici et là, la contribution que la diaspora apporte maintenant au combat politique dans notre pays. C'est un plus qui a fait avancer beaucoup de choses et je vous assure, je ne sais pas s'il imagine, mais je crois que ça a pesé sur beaucoup de décisions de gouvernance. Donc, aimons notre pays, travaillons, prenons l'option que demain nous nous levons pour vraiment une bonne gouvernance, pour la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour que nous bloquons, nous sanctionnons les voleurs, les détourneurs et les autres, et que nous nous arrangeons pour que nous profitons des richesses dont le Seigneur nous a dotées et que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est pas impossible. Je crois que tout cela est capable, est possible. Donc il ne faut pas que nous versions dans la fatalité. Il faut que nous soyons assez sûrs de nous et que nous avancions dans ce combat. Voilà un peu, monsieur Délégué, le mot, mais j'encourage les amis de la diaspora. Je souhaite qu'entre eux, je sens qu'il y a de temps en temps des problèmes entre eux, qu'ils les règlent et qu'ils retiennent une chose. Il y a toujours une contradiction principale et des contradictions secondaires. Aujourd'hui, il faut taire les contradictions secondaires pour privilégier la contradiction principale qui peut nous permettre d'aller à ce que moi je considère comme la libération de notre pays. Voilà, monsieur Délégué, ce que je pouvais lui envoyer comme un message aux parents et amis de la diaspora. Merci beaucoup, merci pour votre disponibilité. À très bientôt. En tout cas, bon courage et bonne continuité pour votre combat. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Délégué. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur votre média. Et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.